Samaganyangi, Domo Afrika Mbelekani, Yaga Dinadani, Chige Ukenduko Jamnani, Nenala Samaganya. Anazuture bifinyo mamba yibon, Diko yura fetjinyo ranyewon, The family de nyu bayi sunyu yon, Baga astano lu nyu momuton, De geham sabop bagan. You are looking at dawn, africain. Et fier de ce que nous sommes. Fier d'être africain, je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau, on ne peut pas me mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut au minimum une armée de 100 000 Rambo. Et à ton prof d'histoire, il raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique. Bonjour chers amis, j'aimerais commencer cette contribution par la dernière de couverture du livre que voici, qui est Histoire de la décolonisation de Bernard Rose. Vous verrez, ça aura son importance. Donc dit-il, officiellement, il n'y a plus d'espace colonial. L'ancien ordre mondial, celui des empires dont la puissance se mesurait à l'aune de leur position coloniale, s'est effondré dans la seconde moitié du XXe siècle. À ce titre, la décolonisation est un épisode majeur de l'histoire contemporaine, donc comparable en importance à la guerre froide, avec laquelle elle interfère partiellement. Ce livre donc a pour objet de décrire les ressorts et les modalités pacifiques ou violentes de ces mécanismes et de cette émancipation des peuples. Mais aussi, elle veut en saisir la complexité à travers ses héritages et ses séquelles. Donc, outre la levée du lien de suggestion politique, qui n'a que très rarement signifié en fait l'indépendance des pays africains réellement, cette indépendance économique n'existe pas réellement. Cette balkanisation du monde a pu dégénérer à de multiples tensions et conflits, comme on a pu le voir en Algérie par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on peut aujourd'hui parler, comme dit Bernard Rose, de mémoire antagoniste et de contes mal soldés. Bernard Rose est un professeur honoraire de première supérieure au lycée Louis-le-Grand. Mais sa contribution actuellement nous ramène à autre chose de plus essentiel. C'est-à-dire, on a parlé d'ancien ordre mondial, maintenant on parle de nouvel ordre mondial. C'est très récurrent, c'est un sujet, c'est le sujet de prédilection aujourd'hui des dirigeants de ce monde. Obama en a parlé, George Bush en a parlé en chantant, Sarkozy en parle. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? D'ailleurs, l'ancien ordre n'était que un remplacement d'un ordre qui était là auparavant. De manière cyclique, on voit que quand certains intérêts sont peut-être menacés, il faut redistribuer les cartes, rechambouler. Alors, resituons-nous dans un contexte historique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, qui ont gagné la guerre pour l'Europe, ont décidé qu'il fallait dépecer, démembrer, démanteler les empires coloniaux. Oui, parce que c'est pas forcément par humanisme, mais les Américains ayant gagné la guerre pour l'Europe, il était question que ces Européens gardent des empires qui leur donneraient un certain poids par rapport à la nouvelle puissance américaine émergente. Il fallait donc démanteler ces systèmes d'empire pour que les États-Unis puissent en ce moment-là s'imposer et bien ancrer leur hégémonie. C'est dans ce contexte donc que les indépendances des pays africains ont été inévitables. Ça, c'est la réalité de la chose. Maintenant, il faut le maquiller, il faut le broder. Donc contextuellement, on a dit que ce vent de liberté qui a soufflé sur le monde en exorcisant Hitler, en le tuant, en
l'éliminant, n'a pas épargné l'Afrique. Et que donc ces milliers de soldats africains qui ont goûté au moment de la liberté sont revenus. C'est vrai, du reste, avec ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il fallait qu'eux aussi aient accès ou goûtent à cette même liberté, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, eux, que ces pays qui se battaient pour la liberté, l'égalité et la fraternité, en l'occurrence la France, les maintenaient sous leur joug. Ce qui a créé l'épisode tragique, bien qu'étant une petite parenthèse dans l'histoire du camp de Thiaroye, où des tirailleurs sénégalais revenant de guerre ont réclamé leurs primes qu'ils n'ont pas reçues. Et quand ils ont eu le malheur de le manifester trop haut, ils ont été massacrés dans le camp de Thiaroye par l'armée coloniale. Bref, donc on ne peut pas vraiment aujourd'hui accepter la version officielle de l'histoire qui veut qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les pays noirs d'Afrique aient été gracieusement amenés vers les indépendances par l'Europe des Lumières, parce que se sont rendus compte éventuellement que voilà, la colonisation était une erreur. Non. Ça, c'est toujours les prétextes que l'on avance. Et on en reviendra plus tard quand on reparlera avant de l'esclavage, de la colonisation. Il y a toujours des prétextes. Comme aujourd'hui, il y a encore des prétextes pour les guerres. Toutes les guerres sont économiques. Voilà, donc pour recadrer le débat, les États-Unis demandent la décolonisation. Donc les indépendances sont inévitables. De Gaulle le savait. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit l'indépendance est inévitable, mais il faut maintenir la dépendance. C'est ainsi qu'il a appelé Jacques Foccart, qui a créé le fameux réseau Foccart, qui est de la France-Afrique en fait. Donc on n'a pas rajouté des leaders africains, on va résumer, pro-occidentaux, pour qu'ils puissent continuer en fait la politique coloniale de la France sous un nouveau nom qui est la coopération, l'amitié entre les peuples. Aujourd'hui on parle de co-développement, donc ces ne sont que des formules creuses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la coopération? D'abord, on nous dit, signez que vous pensez que vous n'êtes pas assez mature pour aller à l'indépendance tout seul. Donc, pendant une certaine période, vous allez être accompagné par l'ancien colonisateur. La Guinée a refusé. La France a même démantelé les lampadaires et les banques publiques. C'est vous dire. C'est que Touré n'a pas voulu. Le Sénégal a accepté, entendu. Senghor a mené la politique de la France, Poigny, tous ces dirigeants de l'après-indépendance. C'est d'ailleurs ce qui explique certainement leur longévité, malgré les exactions qu'ils ont pu commettre, le parti unique, tout ça au nom de l'émergence, de leur développement, et que la France a toujours fermé les yeux sur ces exactions. Maintenant, je ne parle même pas des scandales qui sont maintenant secrets de Polichinelle concernant les financements des partis politiques français par Omar Bongo ou les autres ténors de la France-Afrique. Mais bon, toujours est-il que il est bon de comprendre qu'aujourd'hui, si l'Afrique en est là, ce n'est pas forcément par laxisme, mais il faut comprendre que les pays africains ex-colonisés ont tous signé des contrats d'indépendance qui fait que à peu près 65% de leurs avoirs sont domiciliés à la Banque nationale de France, à travers le compte d'opération, on n'en parle jamais, qui fait qu'on n'a pas les coups des franges pour décider de nos politiques. Deuxièmement, le franc CFA est une aberration parce que 50 ans après les indépendances, on ne peut pas avoir un franc
qui veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. C'est assez révélateur. Un franc garanti par le franc français et par l'euro, qui empêche aujourd'hui les pays africains d'emprunter sur les marchés mondiaux, parce qu'ils n'ont pas accès justement à ces marchés-là. Donc, ça c'est déjà un handicap. 2. L'enchevêtrement, l'engrenage de la dette. C'était ce qu'il fallait. Après les indépendances, il fallait nous donner de l'argent pour construire, reconstruire des infrastructures, voilà, pour nous tenir au goulot, par la dette. Dette qui est du moins allait. Cette dette-là, nous ne paierons jamais le principal. Nous paierons les intérêts de la dette jusqu'à la fin des temps. Et ce mécanisme est bien connu. On devient des esclaves de la dette. Hein? Comme nous avons été esclaves avant la révolution industrielle. Je crois qu'il faut sortir de ces mécanismes-là. Mais le système est tellement bien fait et enchevêtré qu'à l'œil nu, il est presque impossible de le voir. D'autant plus que 70% de la population africaine est analphabète et rurale. Il est difficile de leur faire voir the broad picture, donc le tableau général. On pourra toujours les berner en leur parlant de corruption, de malgouvernance et de rejeter la faute sur leurs dirigeants. Tant qu'un dirigeant voudra se conformer au rôle de fournisseur de matières premières que nous avons toujours été, tout va bien. Mais un dirigeant qui essaie de sortir de ce système en créant autre chose, dans le cadre d'un panafricanisme ou d'avoir un peu d'indépendance dans sa démarche économique, tu es éliminé d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça un peu la situation de l'Afrique. Ce qu'il faudrait, c'est un marché commun africain où nos ressources nous servent à nous et qu'à partir de là, nous vendons nos excédents ou que... c'est beaucoup plus compliqué ce cas. Mais en tout cas, moi je pense qu'une démarche panafricaniste déjà, même sous-régionale, pourrait commencer à équilibrer la balance. Et que ça se serait... Et directement, ça serait visible sur le plan mondial. Maintenant, parlons de l'Europe. L'Europe a tout intérêt à maintenir cet état de fait. Parce que c'est quoi l'Europe? L'Europe, en sortant du Moyen-Âge, a décidé de ne jamais retourner dans de telles ténèbres, dans cette féodalité, dans ce manque de lumière. Mais depuis la Renaissance, l'Europe... l'Europe, c'est un point d'honneur. Ça a été trop dur, le Moyen-Âge. Ah oui, quand ils ont perdu le fil de lumière laissé par l'Empire romain, l'Europe a plongé dans des siècles de ténèbres politiques, socio-culturelles et économiques. Donc à la Renaissance, dès que les explorateurs sont partis et qu'ils ont eu contact avec l'Afrique et qu'ils ont découvert le potentiel, le vivier que c'était, sur tous les domaines, surtout en termes de ressources naturelles nécessaires à l'économie européenne, mais vous verrez qu'ils n'en sortiront plus. Aujourd'hui, on parle de table rase, de tabula rasa, pour nous faire croire, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, que l'Afrique n'a pas d'histoire avant le contact avec l'Europe. Mais donc pourquoi il y avait des comptoirs commerciaux? Un comptoir commercial par essence se fait dans une zone où le commerce est possible. Donc s'il était une table rase, pourquoi les premiers explorateurs européens ont mis en place des comptoirs commerciaux? Que ce soit Savannah de Brazza et consorts, ils ont tous décrit des villes en Afrique, sur les côtes et à l'intérieur, mais avec un niveau d'urbanisation mais sidérant. Donc il y avait quelque chose. Maintenant,
En Europe, il n'y a pas grand-chose. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien, c'est pas vrai, mais il n'y a pas grand-chose de ce qui les intéresse aujourd'hui. Que ce soit du pétrole, il n'y en a pas des masses. De la bauxite, il n'y en a pas des masses, si jamais il y en a. Du manganèse, de l'uranium, il n'y en a pas, si jamais il y en a, alors que l'uranium sert au nucléaire civil et militaire. Il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de zircon, il n'y a pas autant d'or, il n'y a pas de diamant que je sache. Et pour autant, les places fortes de l'économie européenne sont à Londres, Francfort, Paris. Ils ont aujourd'hui des agences qui déterminent les cours du diamant, de la bourse, du pétrole et comme ça. Et ces ressources ne sont pas en Europe, elles sont en Afrique essentiellement. Mais les Africains n'en voient même pas la couleur. Ils ne savent même pas ce que c'est. Est-ce que vous pensez que les Européens, en général, ont intérêt, nous soyons honnêtes, à éveiller les Africains, à les laisser faire des politiques sociales, d'éducation, d'accès à la santé, aux soins? Non, non, non. Je pense qu'il faut que l'Afrique, moi si j'étais vraiment un dirigeant européen, de très bonne foi, rien à voir avec la haine de l'Afrique, ni rien. Non, mais je voudrais maintenir les Africains dans un état relativement inquiétant, non? Donc en créant des foyers de tension relativement prenants quotidiennement pour empêcher l'esprit d'être calme. Pas que l'esprit, dès que on est rassasié, les besoins primaires élémentaires sont satisfaits, l'esprit commence à réfléchir, à se rendre compte de l'environnement, de la beauté, l'art, le parnasse. Tout ça, ça vient avec la paix de l'âme et de l'esprit. Donc je pense que ça fait partie de la stratégie aussi de ne pas laisser les Africains dans cette sérénité. Parce que ce qui est aberrant, c'est que c'est paradoxalement dans les zones où il y a plus de ces ressources-là, donc les pays les plus riches du monde sur le plan des ressources naturelles, c'est-à-dire au Congo, en Angola, en Centrafrique, qu'il y a des foyers de tension. Donc autour de l'enclave de Cabinda, alors les Banyamulenge, on l'a vu entre le Rwanda et le Congo. Et voilà. Yeah.